BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est Aurore Berger, députée de La République En Marche des Yvelines et puis porte-parole du groupe à l'Assemblée nationale. Merci encore d'être avec nous, Aurore Berger. Il y a plein de questions à vous poser parce qu'évidemment, il y a quelle réponse à ce mouvement des Gilets jaunes, à cette violence. Il y a la tentation d'un référendum au sein de votre majorité, certains qui poussent le président à faire ça à l'issue d'un grand débat. Et puis il y a quand même sur la table, est-ce qu'il faut revenir sur l'ISF, est-ce qu'il faut revenir sur la taxe d'habitation, comment poursuivre les réformes. Climat quand même très difficile, non? On peut le reconnaître, Aurore Berger. Disons qu'on a connu des rentrées qui étaient plus simples. Ouais. En même temps qu'on a été élu, on savait que ce serait difficile. À ce point-là, non. Oui, alors pas forcément de cette manière-là. On a aussi un mouvement qui s'est constitué par la faiblesse des oppositions, parce qu'on n'entend pas les oppositions quasiment depuis 18 mois. Donc je pense qu'ils ont aussi pu exister de cette manière-là, du fait d'un chamboulement politique qui a été majeur au moment de l'élection présidentielle, puis des législatives. Après, on s'attendait quand même à ce que les réformes qu'on souhaite impulser ne soient pas forcément simples à mettre en œuvre. C'est pas pour autant qu'il faut y renoncer. Ouais. Est-ce qu'on le voit au sein du gouvernement et on le voit aussi au sein de la majorité que ça tangue un peu dans votre groupe, et donc parce que c'est normal, parce que il y a des tensions, il y a des gens qui viennent de la gauche, d'autres qui viennent de la droite, il y a beaucoup de nouveaux députés, il y a des gens jeunes comme vous, donc on voit bien que ça tord un peu le nez, j'ai envie de dire tout simplement. Comment faire pour calmer le jeu au sein de votre majorité, parce qu'il faut un bloc fort. Qu'est-ce que disait Patrick Artus à l'instant? Et je pense qu'il y a aussi un contexte nouveau, qui est le contexte des menaces. Alors il y a des menaces qui existent parce qu'on a eu des violences physiques à l'encontre des forces de l'ordre et puis un ministère qui a été pris pour cible. Mais les parlementaires l'ont été. Et absolument. Je peux vous dire que celles et ceux qui menacent les parlementaires jusqu'à leur domicile privé, jusqu'au lieu de travail de leurs épouses, les lettres de menaces, les lettres racistes, les menaces de... Moi j'ai reçu des menaces de mort, des menaces de viol. Vous aussi. Mais c'est quasiment quotidien. Les lettres que vous recevez de menaces, je ne parle même pas des réseaux sociaux qui sont devenus une poubelle extraordinaire qui permet à n'importe qui, sous couvert d'anonymat, de pouvoir répandre sa haine et puis d'en être responsable de rien évidemment. Mais celles et ceux qui nous adressent les menaces, pourquoi le font-ils? Et d'ailleurs ça a été théorisé. Ça a été théorisé notamment par l'avocat de Jean-Luc Mélenchon, qui l'a dit dans une interview. Il faut les faire trembler, il faut leur faire peur. La violence, c'est souvent... Mais ce que disait un petit peu Yves Verrier, qui est le nouveau patron de FO, Force ouvrière, on voit bien qu'on obtient notamment 10 milliards d'euros sous la violence. Hein, non, on n'obtient pas sous la violence. Mais c'est ça la vraie difficulté à laquelle on est confronté aujourd'hui. C'est que clairement, on a aujourd'hui des modalités d'action qui sont des modalités d'action violentes et qui sont théorisées comme telles par celles et ceux qui les organisent et puis par certains partis politiques. La France Insoumise clairement souhaite une insurrection, ils le disent comme tel. Mais donc du coup c'est l'idée qu'on est soumis à l'injonction de la violence. On ne peut pas gouverner un pays, réformer un pays sous la menace, sous la contrainte ou sous la peur. Et en tout cas, moi, c'est pas comme ça que je souhaite exercer mon mandat. Je sais ce pourquoi j'ai été élu. Je sais qu'on a été élu dans un contexte particulier. J'oublie pas face à qui Emmanuel Macron était au second tour. J'oublie pas aussi que le bloc populiste, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan, Asselineau, c'est presque 50% des votes. C'est un apprentissage politique même très difficile, très dur pour vous. Enfin, pour vous au sens large du terme. Hein. Oui, mais encore une fois, on s'attendait à ce que ce soit difficile. Donc il n'y a aucune naïveté de notre part. On savait que ce serait difficile. Mais pourquoi? Parce que dès lors que vous aviez toutes les cartes en main, un nouveau président qui arrive, tel le sauveur, une image incroyable, tout allait bien en 2018, en 2017 et un petit bout de 2018 jusqu'à l'été, quoi. Et puis tout d'un coup, vous étiez majorité absolue. Donc... On a toujours un président de la République extraordinairement déterminé. On a toujours une majorité qui est solide et qui fait bloc et qui a en effet une majorité large. Ça, c'est plus vrai. Si, mais regardez-le sur les votes. Regardez-le systématiquement. À chaque fois que nous avons eu à voter, à réformer et à voter des réformes qui ne sont pas forcément les plus populaires, les plus simples, preuve en est qu'elles ont quand même souvent et longtemps été repoussées et que certains nous conseillent de ne pas les faire parce que politiquement, ça ne nous donnait pas de crédit supplémentaire dans l'opinion. Ces réformes-là, elles ont été votées et adoptées. Donc moi, je suis porte-parole d'une majorité. Je peux vous dire qu'elle est au travail au quotidien, dans des conditions qui ne sont pas simples, dans ce contexte de violence. Est-ce qu'il ne vous manque pas, et il fallait un renouveau générationnel, on est bien d'accord, hein, mais est-ce qu'il ne vous manque pas quand même, et c'est peut-être une des conséquences qu'on voit du non-cumul des mandats, des poids lourds un peu régionaux. On a vu les deux qu'il y avait au gouvernement, les deux sont partis. Donc, très honnêtement. Et à l'Assemblée nationale, et vous n'avez pas de poids lourd au sein de la République. Mais est-ce que vous avez l'impression que celles et ceux qui nous ont précédés ont été si extraordinaires que ça ne nécessitait pas de changement? S'ils avaient été si bons, est-ce qu'ils auraient
auraient, de cette manière-là, subi cet échec aux législatives. Et surtout, c'est les Français qui l'ont choisi. Ils ont choisi, au contraire, d'avoir des hommes et des femmes qui avaient partagé aussi leur quotidien, qui avaient été aussi des enseignants, des infirmières, des médecins, des agriculteurs, des gens qui bossaient dans le privé, comme moi ça a été le cas pendant 10 ans avant d'être élu. Et je pense que cette expérience-là, elle est nécessaire. Et je suis désolée, mais sur le non-cumul des mandats, quand avant, vous aviez des parlementaires qui étaient en même temps président de région, président de département, maire de grande ville, il y a eu des excès, quand est-ce qu'ils étaient députés, quand est-ce qu'ils avaient le temps d'être députés? Il faut, mais moi, je suis profondément enracinée. Moi, j'ai passé mon week-end en circonscription. Samedi, j'étais dans 2 petites communes par leur taille, que sont Orphin. Je ne suis pas sûre que vous en ayez beaucoup entendu parler. Si, pourtant, je connais bien. Il y a le siège d'une entreprise, Guerlain, qui est implantée à Orphin. Donc, c'est aussi de l'excellence. Et Clairefontaine, alors on en a parlé un peu plus, parce qu'il y a l'équipe de France de football qui s'y entraîne, mais c'est une commune de 800 habitants. Donc on est profondément enraciné dans nos territoires. Et je pense surtout qu'on a plus le temps de faire bien notre travail. Parce que si en même temps, moi j'étais maire, présidente de département et députée... Non, mais on peut avoir 2 mandats, 3 mandats. Ah bah oui, mais moi je me demande quand est-ce qu'ils avaient le temps d'être députés. Parce que quand je vois la charge de travail qui est la nôtre, qui est vraiment de travailler quasiment 7 jours sur 7, eh bien, je pense qu'on est plus sérieusement au travail. Vous serez candidate à la mairie de Rambouillet ou pas? Non, moi je ne serai pas candidate à la mairie de Rambouillet. Je suis élue locale, je souhaite rester élue locale, mais je ne serai pas tête de liste sur une municipale. D'accord, non, parce que comme la question se pose, j'ai vu ça. Alors maintenant, la grande question, c'est comment fait-on pour poursuivre les réformes, hein. Est-ce que ça passe peut-être par le retour de l'ISF ou pas? Quelle est votre position? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous le conseillent. En disant, politiquement, les conseils, vous en avez politiquement, ce serait une bonne chose à faire parce que c'est une réforme qui est symboliquement tellement forte qu'elle a tout emporté sur son passage. Moi, je persiste à penser qu'il faut à la fois des réformes qui sont politiquement bonnes, mais qui sont aussi économiquement bonnes. Et on n'a pas réformé l'ISF pour se faire plaisir, ou pour faire plaisir à quelques-uns, ou à quelques copains, comme certains le laissent sous-entendre, mais parce que c'était un mauvais impôt. C'est un impôt qui coûtait à la France en termes d'investissement, en termes d'emploi. Et on en voit les retours sur investissement. Amélie de Montchalin a fait ce travail-là, justement, d'évaluation progressive. Alors, et on le verra d'autant mieux dans le projet de loi de finances de l'an prochain. Mais aujourd'hui, on a une augmentation des investissements dans les fonds propres des entreprises. Plus de 60% d'investissements supplémentaires dans les fonds propres des entreprises innovantes. Et ce qui est en plus très intéressant, c'est que ça ne va pas uniquement dans les soi-disant start-up, c'est surtout dans des entreprises qui sont plus solidement ancrées depuis plus longtemps. Et en région, une des principales régions qui en bénéficient, c'est Franche-Comté. Donc vous voyez, c'est pas que l'Île-de-France ou que les entreprises, on va dire, quand est-ce que c'est Bruno Bonnel qui est en charge justement de cette évaluation de l'ISF? Alors Bruno Bonnel, il est en charge des territoires d'industrie pour nous. Et puis après, il y a Amélie de Montchalin notamment. Mais sur l'ISF, sur la question de l'évaluation de l'ISF, Bénédicte Pérol, Jean-Noël Barrot, Amélie de Montchalin. Et quand est-ce qu'on aura des vrais chiffres? À la rentrée, prochain projet de loi de finances, en amont, il faut qu'on ait ces chiffres. Mais il faut qu'il y ait le temps. C'est-à-dire qu'à un moment, moi je veux bien qu'on nous presse tous les mois de vous donner les résultats, mais enfin vous le savez bien ici sur votre antenne, qu'on a besoin quand même un minimum de temps pour permettre d'évaluer correctement cette réforme. Au sein de la majorité à l'Assemblée nationale, quelle est la proportion de ceux qui veulent le retour à l'ISF? Je ne sais pas. Très honnêtement, d'ailleurs, ça n'a jamais été soulevé. C'est-à-dire qu'on a toutes les semaines des réunions de notre groupe politique à l'Assemblée nationale et on n'a jamais eu un débat qui était de dire, avec, je ne sais pas, 10, 15, 20% du groupe qui nous dirait il faut revenir sur cette réforme. On sait pourquoi on l'a faite et on savait au moment de la voter que ce ne serait pas ce qu'il y avait de plus populaire. Parce que ça donne le sentiment qu'on rend de l'argent à ceux qui en ont déjà beaucoup. Mais supprimer l'ISF, et même pas supprimer, le transformer, puisqu'on a gardé un impôt sur la fortune immobilière. Donc il fallait garder le nom. Peut-être. Mais on a aussi été élus en se disant, il y en a assez de se dire que la politique, c'est uniquement du symbole. Je suis bien d'accord avec vous. Et je pense que, on savait que ce serait difficile de conduire cette réforme. On savait que politiquement, ce ne serait pas vendeur de le faire. Mais on l'a annoncé en amont, pendant la présidentielle, moi pendant ma campagne législative, on m'a interrogé sur le sujet, j'ai pas menti, j'ai pas dit aux gens non je le voterai pas, j'ai assumé de dire pourquoi je le voterais et j'ai surtout expliqué pourquoi ça me paraissait légitime qu'on le fasse. Encore une fois, c'était un impôt inutile, c'était un impôt qui coûtait à la France. Donc vous pensez que pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas revenir sur la réforme de l'ISF. Faut-il revenir sur la réforme de la taxe d'habitation? Vous avez entendu comme moi les propos de Bruno Le Maire qui a commencé à soulever un peu le coin du voile. Et puis ce matin, chez nos confrères de France Inter, Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement, qui a enfoncé un peu plus le clou. Alors, pour mettre les choses Aurore Berger, porte-parole de la République En Marche. Une chose au point sur le sujet. Il y a ce qu'on a déjà voté. C'était notre engagement. Mais c'est important parce que j'entends un peu de confusion ou des Français qui nous interpellent en disant est-ce que vous allez revenir sur vos engagements? L'engagement, il est clair.
80% des Français verront leur taxe d'habitation être supprimée de manière définitive. Voilà. Et ça se fait par tranche. Donc il y a un certain nombre de Français qui en ont déjà voté, comme vous dites. Ça, c'est voté. Il y avait un engagement du président que l'ensemble des Français sur la taxe d'habitation. Alors c'est un peu plus précis que ça. C'est-à-dire qu'au moment où ça a été voté, le Conseil constitutionnel nous a dit c'est compliqué, qu'il n'y ait que 80% des Français et pas 100%. Il y a une rupture d'égalité devant l'impôt, etc. Donc il faudrait que ce soit 100% des Français. Moi, personnellement, j'aimerais qu'on puisse le réaliser pour 100% des Français, parce que je persiste à penser que la taxe d'habitation, dans ses modalités de calcul, elle est absurde, mais quel coût, vous vous rendez compte, en total, c'est 20 milliards, c'est énorme, vu les finances de la France. On a un grand débat. Et on ne peut pas dire, en amont du grand débat, toutes les questions sont tranchées, ou alors ça ne sert à rien. Il ne faut pas conduire ce grand débat et dire aux Français, la taxe d'habitation n'est pas dans les grands débats, dans les thèmes qui remontent. On parle de la fiscalité. Oui, mais enfin, ce n'est pas un des sujets qui remontent. Moi, j'attends que le grand débat existe. C'est à partir du 15 janvier jusqu'au mi-mars. Donc, c'est les Français qui vont nous dire quels sont les sujets qui remontent. Nous, on a posé, avec le gouvernement, 4 thèmes. Ils sont volontairement très larges. Il n'y a pas de pouvoir d'achat et le travail dedans, c'est quand même bizarre. Vous savez, il n'y a pas l'immigration, ça on a déjà parlé. Quand on parle de fiscalité, on parle aussi évidemment du pouvoir d'achat, parce que la pression fiscale est aussi le pouvoir d'achat. L'immigration, c'est quand on parle des questions de citoyenneté. Le Premier ministre l'a redit très clairement. Mais vous savez comme moi que le fait de nommer les choses, c'est important. Moi, j'ai aucun problème à dire qu'il faut avoir un débat aussi sur la question de notre projet migratoire et de la manière avec laquelle on souhaite conduire la politique migratoire dans notre pays. D'ailleurs, on a eu ce débat aussi à l'Assemblée nationale, quand on a voté une loi à la fois sur l'asile et la meilleure réglementation de l'asile, et sur la question de l'immigration. Donc, sur la taxe d'habitation, vous, au sein de la République en marche... Moi, je vous dis, mon point de vue personnel, c'est de dire qu'il faut qu'on aille au bout. Et la logique, ce serait que ce soit pour 100% des Français. Mais à partir du moment où, dans le grand débat, on pose la question de la fiscalité, il y a une question fiscale qui est non seulement la pression fiscale par l'impôt qui est soulevé au niveau national, par la TVA notamment, mais il y a aussi la question qui doit pouvoir se poser sur l'impôt local. Est-ce que les Français nous diront dans ce grand débat, c'est légitime et logique que ce soit pour 100% des Français? Est-ce qu'il faut s'arrêter à un niveau? Moi, je pense qu'il faut tout mettre sur la table. Et c'est la même chose aussi sur la question des prestations sociales, par exemple, sur la question des aides sociales. Moi, je suis tout à fait pour qu'on aille plus loin sur la lutte contre le non-recours. Parce qu'on a des gens aujourd'hui qui devraient pouvoir bénéficier d'un soutien, qui ne le demandent pas, qui ne le connaissent pas, qui n'osent pas. Mais on peut aussi se poser la question de est-ce qu'il faut plafonner les aides sociales. On voit bien que ça va être compliqué pour vous, parce que vous-même, vous avez eu cette expression, il fallait plus loin, plus fort. En 2019, Bruno Le Maire l'a dit aussi, en disant, du coup, c'est sûr que ça va tanguer, ça va être difficile. J'ai envie de dire, avant même de continuer, ça tangue déjà. L'assurance chômage, réforme de l'assurance chômage, avec ce fameux décret du 30 décembre sur le durcissement du contrôle des chômeurs. On voit bien que ça coince partout. On entend partout les gens qui vous disent mais ça y est, le contrôle, ils vont barrer les chômeurs, etc., etc. Donc c'est parti. On voit bien que ça va être difficile d'expliquer aux Français. Chaque fois que vous réformez, c'est difficile. Oui, mais on est dans un contexte fallait pas vouloir être élu député si c'était uniquement pour qu'on nous envoie des fleurs. Parfois, il y a des gens qui gentiment nous disent merci, mais moi, j'attends pas à ce qu'on me dise merci. Je veux en faire en sorte qu'à la fin du mandat, on rende le pays dans un meilleur état que dans lequel je suis, qu'on l'a trouvé. Parce que clairement, on l'avait trouvé avec une situation économique, sociale, extrêmement fragile. Donc nous, notre job, c'est ça, c'est de faire en sorte qu'en 5 ans, on rende le pays dans un meilleur état. Est-ce qu'on sera réélu, pas réélu? Oui, mais enfin, il faut tenir 5 ans, je veux dire, il faut que le président tienne 5 ans. Mais il va tenir parce qu'il en a la légitimité démocratique. D'accord, on est d'accord. Quand on entend un certain nombre, y compris de responsables politiques, ils ne sont pas tous d'accord et ils voudraient le destituer. Mais ce qui est quand même assez inquiétant. Sans aller jusque-là, est-ce qu'il est en position de le faire? Il y a beaucoup de présidents précédents qui n'étaient pas en position de le faire. Moi, je pense qu'il est en position de le faire parce qu'il en a la détermination, parce qu'il a pris cet engagement très clair vis-à-vis des Français et parce qu'il a une majorité parlementaire qu'il soutient. Après, nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte de convaincre au quotidien du bien fondé de ce qu'on est en train de faire. Quand on prend la question de l'assurance chômage, on nous a beaucoup moqué, vous savez, sur le « en même temps ». Pour moi, on est en plein dedans. C'est le « en même temps ». C'est-à-dire qu'on a à la fois plus de formation professionnelle, 1 million de chômeurs de longue durée formés d'ici la fin du mandat, ce qui est essentiel, parce qu'il y a aussi un certain nombre de gens... Les chiffres de l'apprentissage vont être bons, les chiffres de l'apprentissage qui sont positifs, etc. Donc c'est à la fois plus de formation professionnelle, revalorisation des filières professionnelles, meilleur accompagnement individualisé, plus de personnes à Pôle emploi qui sont recrutées. Donc, et de l'autre côté, en effet, il y a une échelle de sanctions qui est revue, mais qui est légitime. Comment moi je peux expliquer à quelqu'un qui vient dans ma permanence, qui cherche vraiment du travail, qui a des difficultés à en retrouver? On en reçoit de manière régulière parce qu'il a entre 55 ans et 60 ans, parce qu'il est éloigné des grandes villes, que la mobilité c'est plus difficile, mais qui recherche activement un emploi, que la personne qui, elle,
environ 12% des demandeurs d'emploi, qui ne le recherchent pas activement, qui ne vient même pas à son rendez-vous de Pôle emploi, il est considéré de la même manière, il est indemnisé de la même manière, c'est injuste. Il y en a peu. Mais c'est 12%. Mais c'est 12%. Oui, mais dans les 12%, si j'en crois même Muriel Pénicaud, à qui je posais la question hier, ministre du Travail, elle disait c'est pas des fraudeurs, ce sont pas des fraudeurs, c'est des gens qui simplement viennent pas parce que ils savent que ça sert à rien. Ça sert à rien. Il y a le cas de la personne qui est peut-être en fin de vie professionnelle et qui dit ça ne sert à rien parce qu'il n'y aura pas d'offre pour moi, donc pourquoi est-ce que j'irais? Il y a la personne qui, elle, par contre, est complètement désinvolte vis-à-vis de ça, qui est très minoritaire. Je suis d'accord avec vous. Alors, à ce moment-là, pourquoi brandir un chiffon rouge dans cette période actuelle de chiffon jaune? Parce qu'il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre si ça concerne plus de droits, plus de protection. On a créé par exemple des droits nouveaux pour les Français qui travaillent pour des plateformes et qui n'avaient aucun droit, ou quasiment aucun, et qui étaient en marge finalement du salariat. Alors c'est bien qu'il y ait une nouvelle forme de travail, mais il faut aussi que ces gens-là aient accès à des droits et de la protection sociale. Ça, on l'a fait. On a augmenté le budget sur la formation professionnelle. On a simplifié la formation professionnelle avec un compte personnel de formation. Et alors pourquoi les Français, enfin pas les Français, certains Français qui sont votre cible là en l'occurrence, pourquoi est-ce qu'ils vous entendent pas? Mais peut-être parce qu'ils n'ont pas la lecture globale de ça. Peut-être qu'ils ont entendu uniquement on durcit les sanctions et qu'ils n'ont pas entendu ce qui est réel. Pourtant, on augmente les droits à la formation pour tous. On soutient mieux les chômeurs. On accompagne mieux les parcours individuels. On a fait par exemple, ça c'est pour le coup une vraie frustration moi de ma part, il y a eu 2 plans qui ont été annoncés et qui rentrent progressivement un plan de lutte contre la pauvreté et un plan santé. C'est majeur. Quand on parle Interroger quelqu'un, il n'y a pas une personne qui vous en parle. Mais oui, mais moi je suis là pour en parler. Mon job de porte-parole, c'est de faire en sorte à chaque fois que j'en ai l'opportunité d'en parler. Parce qu'une des premières injustices, c'est l'accès aux soins. Ça, c'est majeur. Quand vous avez des gens qui vous disent qu'on n'a pas les moyens de se soigner dans ce pays. On est d'accord. Je dis juste, la preuve, c'est que c'est pas audible. Donc, il faut changer. Mais est-ce qu'il faut changer de méthode? Parce que le président a dit qu'il fallait changer de méthode. Changer de méthode, mais quelle méthode? Vous savez, très régulièrement, on a incriminé la communication. Et ça, c'est pas nouveau. Ça a été le cas pendant 15 ans. En gros, si les sondages sont mauvais, c'est parce qu'on a mal expliqué, pas assez fait de pédagogie, là, on est un peu plus au-delà des sondages, Aurore Bergé, quand même. Donc, je pense que c'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas de dire on a mal expliqué, parce que quand vous dites on a mal expliqué, les gens comprennent. Ça veut dire qu'on est trop bête pour comprendre. Non, c'est juste qu'on est à l'acte 8 des Gilets jaunes, même si c'est pas tout, mais enfin, on voit quand même que c'est ça qui nous préoccupe. Il faut démontrer que le en même temps, qui est au cœur de notre projet, ça a du sens. C'est-à-dire plus de protection, plus de droits nouveaux, plus de liberté nouvelle et plus de responsabilité. Et ça, c'est valable pour tous les sujets. Vous voyez bien que c'est un message qui n'est pas passé. Mais c'est un message qu'on doit continuer à porter. Il faut peut-être changer le message. Mais je me désespère pas d'être cohérente et de continuer à porter les mêmes messages. Parce que moi, je ne vais pas faire un revirement à 180 en disant on oublie tout depuis le début. Non, moi, je défends ce qu'on a fait depuis le début, parce que je crois profondément à chacune des réformes que j'ai votées. Je crois que ces réformes sont utiles, sont justes et sont efficaces. Comment renouer avec les Français pour vous, puis surtout pour le président? Il y aura quoi dans la lettre d'Emmanuel Macron aux Français, vous savez? Ça, je le laisse. Il a dévoilé, il se sera fait. Vous avez été interrogé? Vous avez été interrogé ou pas? Oui, les parlementaires ont été associés parce que justement, comme vous le dites, vous avez dit quoi, on est ancré sur les territoires. Moi, je pense qu'en effet, il y a une grande partie de la solution qui va venir des territoires. Et parce que ça, c'est un débat qu'on a souvent un peu mis de côté. On a parlé des territoires, qu'on a parlé de simplification administrative. C'est des corps intermédiaires qui bloquent, c'est des facteurs de blocage. Mais les territoires, est-ce que vraiment on doit systématiquement avoir la même politique de manière uniforme sur le territoire? Non, parce que les préoccupations, les besoins, les enjeux de mobilité ne sont pas les mêmes en fonction des territoires. Et ça, je pense que c'est majeur. Il y a une soif aussi d'expression, de démocratie nouvelle. Ça fait longtemps qu'on le dit, il faut qu'on arrive à le démontrer, nous, concrètement, dans notre manière d'agir. C'est ce qu'on essaye de faire. Je pense par exemple à ma collègue Paola Fortezza, qui travaille beaucoup sur cette question-là à l'Assemblée nationale, comment on arrive à mieux inclure les citoyens, y compris dans les décisions qu'on prend, dans nos modalités d'expression, dans nos votes à l'Assemblée nationale. Ça ne veut pas dire qu'on est sous injonction. Vous attendez quoi du grand débat ? Moi, j'attends de savoir déjà première chose, c'est la question de la participation. Je ne veux pas que ce grand débat, il soit pris en otage de toujours les mêmes. C'est-à-dire ceux qui sont habitués des concertations, etc. Moi, je veux qu'au contraire, on puisse avoir des Français qui, eux, sont jamais venus, ont jamais adhéré à un parti politique, ont jamais adhéré à un syndicat ou même une association, ou sont jamais allés dans une réunion publique. Parce qu'on a besoin de la voix de tous. On n'a pas juste besoin de la voix de La République En Marche, des Gilets jaunes, des LR, du PS, que sais-je encore. On a besoin de la voix de
tous les Français. Donc il faut qu'ils se disent, ce débat, ça me concerne. J'ai aussi quelque chose à dire. Mais par exemple, l'opportunité de le faire. Ce qui remonte, alors là, on est à tout début, comme vous didites, il n'a même pas commencé puisque c'est le 15 janvier. Mais enfin, déjà, on voit bien, il y a des choses qui remontent, des maires qui recueillent des choses. Et notamment, ce qui ressort, c'est la suppression de la loi Taubira, le mariage pour tous. Alors attendez. Vous vous trouvez face à ça, qu'est-ce que vous dites? Mais alors, moi, je dis une chose très claire. Je dis déjà qu'aujourd'hui, c'est remonté. Pourquoi? C'est remonté parce qu'il y a eu une consultation qui a été faite par le Conseil économique, social et environnemental. Et au final, combien de personnes ont voté? Moins de 100 000. Et combien de personnes ont voté pour l'abrogation du mariage pour tous? 5 000. Est-ce que 5 000 personnes qui votent sur un sondage en ligne, c'est représentatif? Ce qui s'est passé, c'est que clairement, la manière dont le débat a été organisé, je suis désolée de le dire, par le Conseil économique et social, c'est pas la bonne. C'est pas la bonne parce qu'au final, qui a été au courant? Est-ce que là, vos auditeurs ou téléspectateurs, ils ont été au courant de cette consultation? Je suis pas certaine. Et résultat, le débat il a été confisqué, comme d'habitude, par quelques-uns qui sont habitués, qui eux ont des veilles systématiques sur tous les sites où il peut y avoir des sondages et sont allés en masse voter. C'est le grand danger de ce grand débat. Et c'est pour ça que nous, il faut qu'on en parle, non pas pour l'organiser nous-mêmes, parce que c'est pas moi, porte-parole de la majorité, qui vais dire aux Français, voilà les sujets sur lesquels vous devez travailler de telle manière et voilà ce que vous devez penser. Par contre, moi, ma responsabilité, c'est de faire en sorte que tous les Français soient au courant que ça existe, puissent facilement avoir accès à un grand débat sur leur territoire, dans leur village, dans les salles polyvalentes de nos communes. Un référendum. Vous y êtes pour? Favorable ou pas? Ça dépend des questions qui seraient posées, évidemment. Sûr, mais sur le principe? Sur le principe, je ne suis pas contre le référendum. C'est une possibilité qui est ouverte. Par contre, sur le référendum d'initiative citoyenne, je suis très réservée. Je suis très réservée parce que moi, j'ai peur que ce soit une porte ouverte à des débats qui, pour moi, sont dangereux pour la démocratie et qui mettent à mal progressivement la démocratie représentative. Moi, j'y crois, pas juste pour moi, ma petite place. J'y crois parce que je pense que profondément, l'essence de la démocratie, c'est qu'à un moment, il y a une élection et qu'on fait confiance à celles et ceux qui ont été élus. On nous sanctionnera si on n'a pas fait notre job. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est pas de moi pas être élu dans 3 ans, c'est qui pourrait demain être élu à ma place. Et j'ai pas envie que ce soit des populistes qui demain soient majoritaires dans le pays. Oui, juste un point qui m'a un peu étonné. Laurent Berger, je ne sais pas si vous avez écouté hier, il était chez nos confrères, notamment de France Inter, et qui disait non, moi, j'ai aucune nouvelle, aucun contact avec le gouvernement. Laurent Berger est sans doute celui qui, dont la parole, je veux dire, compte le plus parce que c'est quelqu'un d'équilibré. Voilà. Aucun contact avec le gouvernement. Alors, il disait qu'il n'avait pas eu de contact direct avec le président, mais qu'il en avait eu avec un certain nombre de membres du gouvernement. Mais pas avec le Premier ministre non plus. Il avait dit, c'est pour ça que j'étais président de la République et Premier ministre. En tout cas, vous dites, mais ils n'ont rien... Enfin, non, je sais pas, Laurent Berger a été consulté de manière régulière. Je pense qu'il est en contact quasiment quotidien avec Muriel Pénicaud, qui est la ministre du Travail, avec Bercy. Et je pense qu'il faut en effet mieux associer les corps intermédiaires. Ça, c'est certain. Ça, c'est certain. Il y a eu, en 2017... une forme de vague de dégagisme qui existait. Qui existait et partout. Et on a aussi été élus sur cette vague-là. Il ne faut pas que cette vague-là, elle soit dangereuse pour la démocratie. L'idée, c'est pas de dégager des gens. L'idée, c'est de renouveler, qu'il y ait plus de vitalité démocratique, qu'on ne soit pas là pour durer pendant 30 ans ou 40 ans, comme ça a parfois été le cas, ou qu'on dise les corps intermédiaires, ça sert à rien. C'est pas vrai. C'est utile. C'est ne pas utile. D'ailleurs, à part Laurent Berger, moi, j'ai pas entendu depuis le début de la crise les syndicats prendre la parole, y compris pour condamner les violences. Yves Verrier, un petit peu de Force ouvrière. Martinez, un petit peu plus ambigu. Je l'ai pas vraiment entendu. Un point rapide, mais vous viendrez plus nous en parler, puisque vous êtes rapporteur de la mission d'information sur la réforme de l'audiovisuel. Il y a beaucoup de questions à voir, la chronologie des médias. Juste là, donc il faut nommer un nouveau président, ou j'ai l'impression une nouvelle présidente, à la tête du CSA, qui sera un peu amputée d'un point important qui est la nomination des dirigeants de l'audiovisuel public. Mais en tous les cas, vous êtes, quand est-ce que ça sera connu? Alors, il y a un processus qui existe pour cette nomination-là. Il y a à la fois le président du Sénat, le président de l'Assemblée qui vont eux-mêmes rendre leur copie. Donc à l'Assemblée nationale, c'est une femme qui sera nommée. Richard Ferrand doit nommer une femme. Et puis le président de la République. Et nous, Assemblée nationale, on va les auditionner. Donc on n'a pas encore les noms. Le CSA voit ses prérogatives, ses missions être largement élargies. Je parlais de la présidente. Présidente. Oui. Pas des membres du CSA, je parlais de la présidente. Oui, mais il y a aussi un renouvellement du certain membre du collège du CSA. Donc l'Assemblée nationale va être saisie, va les auditionner et va ou non confirmer ces nominations qui nous sont soumises. Ça, c'est notre rôle constitutionnel même de le faire. Puis le CSA, il voit ses prérogatives largement élargies. Quand on parle des fausses informations, on l'a encore vu ce week-end avec une fausse mort qui a été annoncée d'une mère de famille et où les médias ont été interpellés en disant mais pourquoi vous n'en parlez pas? Tout simplement parce que c'était une fausse information. Et c'est une vraie question qui doit se poser. On va avoir des élections européennes notamment. Et vous êtes favorable à ce que ce soit une femme présidente du CSA? Je trouverais que ce soit un beau symbole.
Je pense que ce serait bien qu'il y ait des nominations du bien, plus parce qu'il n'y en a féminines. pas beaucoup dans la République En Marche, à part vous. Ouais. Écoutez, il y en a beaucoup à l'Assemblée nationale. Oui, moi, je suis mais pas aussi parce chef de groupe, président. Écoutez, pour l'instant, on est quand même un groupe paritaire. Et on est le seul groupe majoritaire à avoir été paritaire. Oui, mais c'est toujours les chefs. Eh bien, on avance progressivement. Et puis le mandat n'est pas fini. Ça sera peut-être vous la prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Aurore Bergé, donc la députée de la République En Marche, porte-parole, en tous les cas, de la République En Marche, était notre invitée. Et puis on parlera bien sûr ensuite plus longuement de la réforme de l'audiovisuel. Puis ça nous concerne ici un tout petit peu. Merci d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin de l'Heure H. On se retrouve bien sûr demain, 12h, 13h. Bonne journée.